Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du passage. Alors, aujourd'hui, encore une présentation de jeu, un jeu que j'ai depuis longtemps, qui s'appelle le Heaven and Earth Tarot, qui est mon jeu de toute ma collection, qui se trouve être le plus proche de l'imagerie traditionnelle du Rider. J'ai assez peu de jeux qui suivent l'imagerie traditionnelle, c'est un de mes dadas en fait, d'avoir uniquement des tarots qui vont me toucher beaucoup déjà esthétiquement et intuitivement, ce qui n'est pas forcément le cas de l'imagerie classique, voire pas du tout en ce qui concerne le Marseille. Et aussi des tarots qui vont m'ouvrir par la manière dont ils sont illustrés, d'autres façons d'interpréter les arcanes, élargir en fait, pas forcément s'écarter, mais toujours élargir encore plus le champ des possibles et étoffer la signification de l'arcane, étoffer son sens, faire des liens, avoir une toile d'araignée toujours plus vaste en termes de référence quand il s'agit de lire une arcane. Bref, ça c'est mon approche habituelle. Et j'ai quand même acheté ce tarot qui, même s'il n'est pas fidèle au poil près, est quand même très proche de l'imagerie traditionnelle, en tout cas dans la façon dont l'image est construite. Voilà. Après, moi le point qui me paraissait remarquable et puis ce qui m'avait vraiment séduite quand j'ai vu ce tarot les premières fois, c'est cette impression, cette atmosphère qui s'en dégage. Il s'appelle Heaven and Earth et c'est vrai que ça nous donne un indice en gros sur ce qui le baigne, ce tarot. Une atmosphère qui est ni celle du crépuscule ni celle de l'aurore, qui est dans des tons de gris, parfois percés par un petit peu de rouge. On a à la fois beaucoup de luminosité, des irruptions de lumière à certains endroits, et à la fois beaucoup d'ombre. C'est remarquablement traité, je trouve, dans ce tarot. Le clair-obscur, l'ombre et la lumière. On a aussi, j'ai choisi un jour ensoleillé pour vous présenter ce tarot parce qu'on a aussi des espèces d'effets de matière superposés. Alors je pense qu'il s'agit d'un travail numérique, hein, mais alors déjà on a des sortes de floutés, je ne sais pas si vous voyez ici sur la tête du personnage. C'est ici aussi. On a presque l'impression, avec ces légers effets de flou là, qu'il va brutalement être téléporté dans une autre dimension, qu'il est en train de s'effacer ou que les personnages sont presque holographiques. C'est vraiment curieux en fait. Et moi ça me plonge dans un état d'esprit bien particulier, qui est particulier à tout ce qui est brumeux en fait, tout ce qui est mystérieux, révélateur, qui révèle et qui cache à la fois, un peu un état d'esprit lunaire finalement. Et ce côté paradis et terre, le fait d'être entre les deux, il y a vraiment, je pense, un jeu de frontières. Vous voyez là comme on le voit bien sur le set de coupe, il y a vraiment un jeu de frontières en fait dans ce tarot. Voilà, je voulais vous montrer d'abord, vous parler d'abord de ça parce que moi c'est vraiment... En fait ce tarot il m'a hantée jusqu'à ce que je l'achète. C'est une espèce de... comme une brume qui s'infiltre dans vos rêves. Il dégage quelque chose à la fois de subtil et qui vous imprègne progressivement fort en fait. Comme une brume qui emplirait une pièce, vous voyez, qui passerait sous la porte et qui viendrait colorer la pièce différemment, tamiser la lumière à certains endroits, la mettre en valeur à d'autres. Voilà, maintenant que j'ai introduit cette présentation avec le point qui me paraissait le plus important, je vais vous montrer un petit peu le packaging. Alors, parce que quand même, ça compte aussi. Donc, c'est un tarot qui est sorti chez Lo Scarabeo. Et on a sur cette édition-là une boîte rigide. Excusez-moi, j'ai fait bouger le pied. Qui est très pratique à mon sens. Vraiment, qui est à la dimension des cartes, vous voyez, qui s'ouvre de cette façon, donc facilement. Avec un petit livret qui est bien mis en page. Qui est en plusieurs langues, comme toujours avec Lo Scarabeo. Qui n'apporte pas forcément grand chose, comme
ça arrive quand même, peut-être dans 50-60% des cas avec les jeux que j'ai moi, pour lo Scarabeo. C'est un parti pris qui est assez étonnant dans la mesure où les cartes sont décrites visuellement. Voilà, au cas où vous n'auriez pas vu tous les éléments qu'il y a sur l'image. Bon, c'est des images assez fouillées, hein, mais c'est une description plate, c'est-à-dire que même si les symboles sont mentionnés, on ne nous dit pas à quoi ils correspondent. On va pas du tout creuser en fait. Ça va être une présentation littérale, quoi. Toujours structurée de la même façon. Description visuelle de la carte, un mot-clé, une lettre hébraïque qui correspond, vu que ce jeu-là s'inspire pas mal du Thoth aussi. Les correspondances avec les signes astrologiques, toujours pour le lien avec le Thoth. Des mots-clés, quand même, à l'endroit, à l'envers. On va dire que ça, c'est les seuls, finalement, les indices probants que vous pouvez utiliser pour lire la carte de manière directe, on va dire. Après, bon, voilà, la lettre hébraïque, les correspondances astrologiques, c'est toujours utile. Sachant que pour ce qui est des lettres hébraïques, je suis pas certaine que la correspondance soit tout à fait exacte, du moins pour ce que moi j'en sais. Alors les gens qui connaissent très bien le Thoth, je sais pas, vous me direz, mais pour ma part, j'ai acheté récemment un oracle sur les lettres hébraïques. Je crois que j'ai la boîte à proximité. Voilà, qui est sorti aux éditions Trajectoire. Et les correspondances ne sont pas les mêmes que celles indiquées dans ce jeu. Alors j'ai pas pris le temps jusqu'à maintenant de faire une comparaison systématique de tous mes Thoths et de regarder un petit peu comment ça se croise, d'essayer de trouver une référence quoi, fiable. Donc est-ce que la référence à la matière serait Crowley dans la manière où, dans la mesure où c'est lui qui a créé le tarot de Thoth? Je ne sais pas. Moi, les correspondances qui sont suggérées dans cet oracle-là me parlent plus que les correspondances qui sont suggérées dans ce tarot-là. Pardon. Après, c'est bien sûr purement subjectif. Comme toujours dans mes vidéos, mes abonnés, vous êtes habitués. Voilà, je vous donne juste mon ressenti. Ceux qui en savent plus sur la question, vous êtes chaleureusement invités à partager vos connaissances et votre opinion. Voilà, donc pour en revenir au livret, voilà, par les mots-clés, ça va pas nous aider beaucoup à rentrer de manière directe dans la carte. Voilà, alors je suis en train de chercher, est-ce qu'on a une partie en français? Je ne crois pas. On a des tirages qui sont proposés, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, donc c'est très intéressant. Ici, un tirage qui est en rapport avec le thème du tarot, ce qui est toujours super chouette. Ça renforce sa personnalité, ça permet de la mettre à l'épreuve, entre guillemets, de l'expérimenter. Donc un tirage, voilà, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, vu qu'on est sur un tarot ciel et terre. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour le côté pratique. Alors, je vous ai sorti des petites cartes. Alors, quelques exemples d'arcanes majeures. Après, c'est vrai que moi, après vous avoir parlé de l'atmosphère et puis vous la montrer, bien entendu, ça me paraît le plus important. J'ai pas forcément grand chose à ajouter en termes de particularité sur ce tarot, si ce n'est que les images sont extrêmement travaillées et détaillées. Il y a cette atmosphère qui est un peu enchanteresse, un peu mystérieuse, qui fait référence possiblement à la chevalerie, à des univers de fantaisie peut-être par moment. Les personnages comme l'atmosphère et l'environnement sont assez éthérés et en même temps assez détaillés. Je pense que vous voyez là à quel point le visage est finement dessiné, finement détaillé, ainsi que les attributs de l'impératrice. On voit la nature derrière. C'est très bellement fait. Cette mort est très impressionnante. On a des petits effets de mise en scène avec des contre-plongées qui rendent les personnages plus impressionnants. C'est notable ici avec cette carte du hiérophante. Vous voyez comme la matière comme la lumière est travaillée en fait. J'essaie de vous faire quelque chose de...
de beau. Donc ça crée une espèce de sentiment paradoxal où à la fois les personnages semblent parfois sur le point de disparaître et de s'évaporer. En même temps, ils ont cette épaisseur, ce grain en fait qui est conféré par le travail qui est fait sur la matière. Et c'est vraiment intéressant. Et vous voyez que c'est truffé de symboles en fait. Ce tarot-là est truffé de symboles. Qui sont traditionnels pour la plupart, mais pas tous. Vous voyez là, sur la carte de la mort, on a un petit poisson. Oui, vous voyez, un bateau. On voit la couronne qui est tombée. Toute une histoire qui est racontée, moi j'aime beaucoup ça. Ici on a un diable qui est assez impressionnant, qui dégage vraiment quelque chose de fort. Après, comme on est dans cet univers un petit peu mystique, idéalisé, on a quand même une représentation de la féminité, de la masculinité qui va être très classique. Hein. Voilà, les femmes sont toutes minces, pâles, jeunes de préférence. Les hommes vont être plus ou moins virils, mais quand même globalement. Disons que ils correspondent aux archétypes. Vraiment, c'est pratique hein, dans le sens où on peut se référer à ce que ça éveille dans notre imaginaire, dans l'imaginaire collectif. Mais bien sûr, dans le cadre où on aurait envie de lire au travers d'un tarot qui serait moins genré, moins catégorisé, là, on n'est pas du tout là-dedans. Hein. Enfin, bon, vous aviez dû le deviner dès le début quand je vous ai dit qu'on était sur une imagerie plutôt traditionnelle. Mais c'est vrai aussi dans ce que renvoient les personnages, c'est un peu romantisé. Et d'ailleurs, vous voyez les cartes que je vous ai sélectionnées pour les coupes. Les coupes. Où sont-elles ? Voilà. Ici, vous voyez ce 2 de coupe comme il est romantique. Il est incroyablement romantique. Je pense que de tous mes jeux, celui qui exude le plus de romantisme, ce 2 de coupe. Alors on a souvent des effets, là, vous voyez, de drapés qui sont très beaux, qui semblent, voilà, sur le point de... Le personnage est presque transparent, quoi. C'est surtout accentué sur les personnages féminins. Mais il me semble que ça n'est jamais vraiment au hasard, parce que il y a certaines, vous voyez, sur le page de coupe, par exemple, c'est très accentué, presque comme si le bas du corps du personnage était aquatique, en train de se fondre en fait, qu'il avait plusieurs réalités. Vous voyez cette superposition de scènes, de traits, etc. Alors que, vous voyez, c'est très, ça se voit beaucoup là sur le page d'épée. Alors que sur d'autres, je sais pas moi, par exemple ici, ce 6 de coupe, on n'a pas du tout cet effet-là, on a fait beaucoup plus terrien. Voilà, ça dépend aussi de la tonalité de l'arcane, de ce qu'elle exprime, etc. Je vous avais pris une autre carte de coupe que je souhaitais vous montrer. Voilà. Le 8 de coupe ici que j'aime beaucoup. Alors on a souvent en fond des paysages assez impressionnants. Vous voyez là avec des espèces de chutes d'eau, des falaises découpées de manière acérée. On retrouve hein, des éléments d'ambiance du Seigneur des Anneaux par exemple, je pense au film. Et on retrouve aussi des éléments d'ambiance de Game of Thrones par exemple. Vous voyez celle-ci. Ça me fait beaucoup penser moi à Jon Snow avec ce manteau de fourrure là en train de... sur le mur en train d'examiner les contrées glacées qui s'étendent devant lui. Ça me fait un peu penser à ça. Même si en l'occurrence les contrées ont l'air fertiles. Voilà pour les bâtons. Ce 5 de bâton que j'aime beaucoup parce qu'il y a à la fois cette idée d'opposition, de compétition, mais qui donne quand même quelque chose de bien formé, de bien construit à la fin. Un très beau set de bâtons avec un personnage très impressionnant. Alors, excusez-moi, je ne vous ai pas parlé tout à l'heure de la qualité des cartes, qui est très bonne. Elles sont plutôt plastifiées.
Vraiment, vous devez voir, alors est-ce qu'on voit là, voilà, les effets de brillance. Elles sont épaisses. Quand on les brasse, c'est un petit peu massif par moment. Ça fait pas de paquet, mais comme elles sont assez rigides, mais dans la mesure où elles glissent bien, voilà, on reste sur quelque chose de facile à brasser. On est sur une taille standard, je crois bien. Je vous avais pas montré le dos, qui est toujours dans ce côté un peu brumeux, à la fois précis avec les petits pentacles et à la fois brumeux dans la lumière et la manière de traiter la couleur. Là, on a encore un effet de contre-plongée qui accentue le côté impressionnant du personnage. Là, la suite des épées, vous voyez ce très beau jeu de lumière qui passe à travers le vitrail. Des visages très détaillés des personnages, avec des expressions qui sont faciles à lire et qui viennent nous parler pendant la lecture, c'est très pratique. Vous voyez les petits détails jusque sur le drap, avec les signes astro, et puis... est-ce qu'il y a les planètes? Non, les signes astro. J'aime beaucoup la façon dont est représentée la mer, dont sont représentés les flots. On a presque l'impression qu'ils fument légèrement. En fait, ça me fait penser, moi, à l'océan primordial qui pouvait se trouver sur Terre au tout début de la formation de la planète. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment ça qui me vient. Et puis on va terminer par les pentacles. Un 4 de pentacle qui est très, très chouette. J'aime bien la façon dont c'est présenté. On a à la fois ce côté très stable, construit, carré, et on a ce côté qui se trouve dans le tote, où pour le coup le 4 de pentacle est peut-être connoté un peu plus positivement que dans un rider, où ça nous donne du pouvoir en fait, ça nous permet de construire. Alors je vous l'ai pas dit, je fais au fur et à mesure. Dans les petits cartouches, vous avez à chaque fois un mot-clé pour les mineurs. Et puis vous avez des références aux éléments. Ici la Terre, aux planètes, ici le Soleil. Ici c'est... mon Dieu, je ne sais plus. Ici c'est Jupiter, Mercure, je ne sais plus. Et au signe astrologique, c'est présent sur chaque carte. Sur les majeurs, vous avez en plus les lettres hébraïques. Et des correspondances aussi numérologiques. Je vais vous montrer sur une carte en particulier pour que vous puissiez voir. Donc c'est un petit peu à vous de vous dépatouiller pour aller creuser la symbolique si vous en avez envie. Sachant que bon, après les cartes sont tout à fait lisibles en intuitif. Voilà, et pour terminer, je vous ai mis de côté les cartes de cours. Donc ici on a tous nos petits valets. Nos petits cavaliers. Alors, on va les mettre en dessous, ça va être plus intéressant. Hop. Voilà. Donc, ils sont représentés avec une unité toute relative, mais quand même une unité de posture avec les pages qui sont souvent debout. Qui sont debout. Dans une posture observatrice. On sent ce côté avant de se lancer, le côté jeunesse du page qui a envie, qui mesure ses chances, qui calcule, qui examine son environnement, etc. J'aime bien, je trouve que ça se sent vachement dans ces cartes. Vous avez à chaque fois, mais ça c'est vrai pour toutes les cartes de cours, une espèce de chimère, une figure mi-déifiée, mi-animale, au-dessus de la tête du personnage de cours. Des attributs qui sont ceux de la suite, avec les épées et les pentacles, mais pas que. Ici par exemple vous avez ce petit sceptre, et puis là c'est associé à la chèvre. Ou plutôt au bélier. Je suis en train de me poser la question. On a toujours ce surgissement de derrière le brouillard d'éléments. Alors les cavaliers sont
tous à cheval, aux surprises. Pareil, dans des postures qui sont très révélatrices de leur énergie. Je trouve ça vraiment hyper bien fait. Enfin, moi, je suis particulièrement touchée par ce cavalier de coupe là. Vous voyez la puissance de cette atmosphère, de l'atmosphère qui se dégage de cette carte. C'est ce côté pensif, intériorisé. C'est très, très subtil, très délicat. Envoûtant, quoi. Envoûtant. Et puis, j'aime bien cavalier d'épée, cavalier de bâton. Le cavalier d'épée qui s'élance, il est déjà au galop. Et le cavalier de bâton prend quand même le temps de frimer un peu avant. Donc on ressent chaque état, chaque posture. J'aime beaucoup. Beaucoup d'éléments d'interprétation, là encore, comme sur les autres cartes. Et on va finir avec les reines et les rois. Voilà, alors. Hop là. Donc les reines sont toutes sur leur trône. Et les rois sont sur des espèces de chars qui, moi, me laissent un petit peu perplexe. Je sais pas pourquoi, je les trouve incongrus, ces chars. Dites-moi ce que vous en pensez, mais c'est assez curieux. En même temps, du point de vue de la symbolique, c'est intéressant. Ça reste un trône, mais avec des roues qui bougent, qui avancent, le côté masculin, actif. Donc là encore, on a des postures qui nous renseignent bien, aussi les expressions du visage sur l'énergie du personnage. Vous voyez ici ce roi de coupe qui est très pensif, très intériorisé. On a un animal à chaque fois au pied du roi qui va nous renseigner sur son énergie, peut-être sur la manière dont il agit, en fait, le rythme auquel il avance. Et vous voyez... Ah pardon, c'est un roi de pentacle, je suis désolée. On a un roi de pentacle qui réfléchit, qui prend son temps, qui fait ses petits plans. Et un roi de coupe qui regarde bien en face. Alors mon préféré, c'est le roi de bâton. Ils sont censés, je crois, ces rois, être tous assis, si je me souviens bien de la description visuelle des cartes dans le livret. Mais ce roi de bâton, là, on a vraiment l'impression qu'il est levé, en fait. Il est tellement puissant. C'est un truc de dingue. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous dire sur ce tarot. Très intéressant. Ça met dans un état de conscience, un état d'esprit assez particulier. C'est vraiment, à mon sens, ce qui fait tout son intérêt. Il vient parler en douceur à notre intuition, quoi. Une énergie, lunaire, vraiment. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Faites-moi vos retours, vos petits commentaires. Abonnez-vous, likez la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres présentations et d'autres vidéos sur des thèmes divers et variés.